Oui, donc tout d'abord, bonjour à vous tous. Alors j'ai un peu peur d'être, comment dire, après des exposés qui étaient très orientés vers l'action et le concret, j'ai un peu peur d'être à un niveau de généralité un peu plus grand. J'espère ne pas être trop décevant à ce titre. On verra. Alors avant de commencer, d'entrer dans les chiffres, on va d'abord parler de la qualité du chiffre. Alors une chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de chiffres migratoires, c'est que la statistique sur la migration, c'est un peu le parent pauvre de la statistique. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a une qui est, je dirais, qui va bien au-delà du simple cas français, qui est tout simplement le fait que les systèmes statistiques sont des systèmes nationaux et que par conséquent, il y a une certaine difficulté à enregistrer et à décompter ce qui passe d'un système à l'autre, en quelque sorte. S'ajoute à ça le fait qu'une partie des migrants, mais pas tous, proviennent de pays où par ailleurs le système statistique a de très grosses difficultés à savoir qui part, voire l'ignore complètement. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est qu'en plus en France, par rapport à d'autres pays européens comme l'Espagne, les Pays-Bas ou la Suède, on a un système statistique qui mesure pas très bien la migration, même si c'est en progression constante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les pays dont je parle sont des systèmes qui sont dotés de ce qu'on appelle des registres de population. Et les registres de population, ils ont pour caractéristique, alors ça a aussi leurs limites en termes de liberté d'ailleurs, enfin pendant longtemps, la réserve qui a été faite au fait que la France s'en dote d'un, c'est qu'effectivement, c'est une certaine limite aux libertés, c'est-à-dire qu'on enregistre toutes les mobilités des gens, y compris les mobilités à l'intérieur du territoire national. Mais on sait aussi qui part, et ça c'est une information d'une importance cruciale, parce qu'en France c'est quelque chose de très très mal connu. Et justement, pendant très longtemps, en fait, en France, qu'est-ce qu'on avait comme statistique pour mesurer la migration? Ben, en gros, on avait la différence, en quelque sorte. C'est-à-dire, on avait les recensements, les flux naturels, et en faisant la différence, on avait le bilan de ce qui était rentré et sorti. Bon, le solde migratoire. Donc pendant très longtemps, l'essentiel de la statistique migratoire, c'était le solde migratoire et les populations au moment du recensement. Et d'ailleurs, une grande partie de mon exposé se base là-dessus. Depuis, ça a un petit peu changé parce qu'on a amélioré l'enregistrement des entrées. Et notamment depuis environ 1999, on a une mesure des entrées avec ce qu'on appelle le dispositif AGDREF, qui correspond en gros à la délivrance des permis de séjour, à quelques détails près, je ne rentre pas dans les détails. On a amélioré la mesure des entrées et on commence à améliorer la mesure des sorties de façon très indirecte grâce à un dispositif statistique que vous connaissez bien mais qui n'a pas pour finalité la mesure de la migration, c'est-à-dire grâce à la caisse d'assurance maladie. Puisqu'effectivement, on mesure finalement les départs de façon indirecte en calculant des probabilités, en quelque sorte, de non-consommation médicale. Et donc, si on voit que quelqu'un n'est plus là, s'il ne consomme plus, on lui affecte cette probabilité, on en déduit qu'il n'est plus là. Par rapport à d'autres pays, évidemment, on a une mesure, ça c'est des estimations très récentes, mais c'est pas encore ça ne fait pas partie du système public, c'est des conventions avec des chercheurs qui essaient de mesurer les migrations. Donc, et c'est très important, pourquoi? Parce que justement, dans les flux récents, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a des flux importants d'arrivée, relativement importants, mais il y a des flux de départ aussi très importants. Flux de départ qui ne sont pas forcément des départs vers les pays d'origine, il y en a aussi, mais qui sont surtout des départs vers d'autres pays. Donc du coup, c'est très difficile à partir de la statistique qui est chargée de délivrer les titres de séjour, de savoir exactement qui est là exactement, puisque il y a des gens, même les gens à qui on a refusé un titre, ben, on n'est pas sûr qu'ils restent, certains restent comme vous l'avez signalé, d'autres partent. On est dans un brouillard assez complet là-dessus. Et je crois que c'est un point assez important qui explique que du coup en France aujourd'hui, par rapport au flux très important dont on a parlé récemment, finalement il y a très peu de migrants qui ont ce profil-là, qui sont restés en France récemment. Il y en a une petite quantité, et on va le voir d'ailleurs dans l'évolution des flux. Alors, je passe rapidement sur justement ce qui montre un petit peu cette situation. Alors, vous avez ici le taux annuel de variation de la population. Alors, vous avez en orange la variation totale, alors comme je le disais, par combinaison du recensement et des flux naturels. En jaune, la variation naturelle, et en gros, la différence entre le orange et le jaune, c'est la variation migratoire.
Alors, ce qu'on voit, c'est que vous voyez aussi un trait en pointillé rouge. Pourquoi? Parce qu'avant d'avoir les résultats du recensement, l'INSEE publie un solde migratoire annuel. Alors, bon, il fait ce qu'il peut, l'INSEE, avec ce qu'il a. Et notamment avant que la statistique AGDREF s'améliore, il avait déjà un gros problème à mesurer les entrées. Alors, les sorties, j'en parle pas. Donc, du coup, il essayait d'estimer ça de façon un petit peu indirecte. Et donc, pendant certaines périodes, notamment la période qui a suivi les rapatriés d'Algérie qu'on voit ici, par exemple, et bien pendant cette période, on a eu effectivement une tendance à surestimer le solde migratoire, vu qu'on voit que la variation totale par l'estimation des flux était supérieure. Et puis, s'est produit quelque chose pendant les années 90, où on s'est aperçu, avec le recensement 99, que le solde migratoire aurait été nul pendant les années 90, ou presque nul. Et donc, comme les estimations qu'on avait produites avant le recensement, ben elles donnaient des résultats d'un solde migratoire positif, ben ce qu'on a dit, c'est pas possible, c'est le recensement qui ne doit pas être bon. Donc, du coup, en fait, on a fait une espèce de variable d'ajustement et on a reconstitué cet effectif. Mais du coup, après, quand on a eu le nouveau recensement, il a fallu faire machine arrière, c'est-à-dire faire une variable d'ajustement de signes opposés. Enfin, tout ceci pour dire que, grosso modo, sur cette période-là, on a un gros flou. Alors, moi, personnellement, mais c'est une conviction personnelle, je pense que le recensement 99 n'était pas si mauvais que ça. Et je pense qu'effectivement, il y a eu pas mal de départs de France, c'est-à-dire que c'était une espèce de conversion un peu culturelle qui était difficile à faire pour se dire qu'on avait pu être un pays qui était finalement un pays où le solde était quasi nul pendant les années 90. Et du coup, par contre, pendant la période qui a suivi, c'est-à-dire jusqu'à environ 2006, on a eu par contre probablement un solde migratoire relativement important, qui a contribué d'ailleurs à modifier un petit peu la composition de la population des immigrés en France. Donc vous avez ici les détails, parce que pour aller sur une période plus récente, vous avez ici les détails de cette situation. Donc voilà, donc au-delà de cet aparté, donc vous voyez ici, on a un solde relativement important pendant toute la période qui va de 2000 en gros à 2006. Et puis depuis, vous voyez qu'on a un solde qui est relativement minime. Alors comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent, mais tout simplement parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent, même s'il y en a moins que dans d'autres pays, comme on va le voir dans la diapositive suivante. Il y en a moins que dans d'autres pays, et surtout, il y en a plein qui partent. Donc, ici, regardons ici, par exemple, l'Allemagne. Alors, vous voyez, pour la même période, vous avez donc ici la comparaison avec la France. Alors, les profils migratoires des pays européens sont extrêmement différents, en fait, dans l'histoire migratoire. C'est un point qu'il faut avoir toujours en tête. Pour l'Allemagne, par exemple, qui avait une législation, disons, dans les années 60 à 80, qui était plutôt, jusqu'à même 90, qui était plutôt une législation plus restrictive que la législation française, dans le sens où il y a beaucoup de travailleurs migrants qui sont entrés en Allemagne pendant cette période-là, mais l'idée, c'était qu'ils repartent. Et on faisait tout pour les faire repartir. Il y avait la même chose d'ailleurs aux Pays-Bas. Donc c'est ce qui explique que vous avez des fluctuations très fortes en fonction finalement de ce que l'Allemagne estimait être ses besoins de main-d'œuvre. Là où en France, on a eu des fluctuations moins importantes parce que même si on avait une législation qui n'était pas très favorable, on avait une législation qui était moins hostile à l'installation sur place. Il faut voir que par exemple aux Pays-Bas, j'avais lu dans un document qu'aux Pays-Bas dans les années 60, l'idée c'était que tout était fait pour que les migrants n'aient pas d'enfants sur place. Et donc il y avait une législation qui proposait l'avortement quand une migrante était enceinte pour lui permettre de rester plus facilement. Donc faut voir qu'on est dans un contexte qui était très particulier. Alors ça nous dit aussi qu'à la fois finalement les législations n'ont pas forcément tant changé, même si elles ont changé, mais que les représentations ont quand même évolué. Il faut donner une note un peu positive, c'est-à-dire que par rapport à certaines époques, on a quand même une évolution des mentalités qui n'est pas que négative. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même effectivement une tension idéologique assez forte sur le sujet. Bref, donc voilà, vous avez l'Allemagne et vous avez ici effectivement le pic de 2015, ici qui est très net, et avec effectivement une baisse. On serait en 2017 apparemment, ça sera encore plus bas. Mais bon. Par contre, vous avez le contre-exemple ici, vous avez la Suède, qui est un pays qui a toujours été dans une politique d'accueil. Alors accueil
très centrée, moins vers le travail d'ailleurs, pas comme l'Allemagne ou la France, mais même si la France était à un moindre degré, moins vers le travail, mais plus comme finalement l'accueil des personnes qui connaîtraient des difficultés, notamment des réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle, en période d'accroissement des flux de réfugiés, le solde suédois, il augmente. Parce que finalement, ils ont une logique, ils ont une politique qui est cohérente avec elle-même, de ce point de vue-là. Alors que vous avez, par contre, effectivement, dans les autres pays, on a plutôt tendance à faire dans le stop and go, voire dans le stop tout court, puisque si on parle, par exemple, des pays de l'Est. Donc, alors vous avez ici, par exemple, la situation au Royaume-Uni, vous avez un autre profil. Alors l'Italie, typiquement, on voit ici alors un stop and go très fort, hein, vous l'avez annoncé, c'est-à-dire qu'effectivement, même avant le changement de gouvernement, on a eu un rétrécissement du sol. Alors c'est lié à plusieurs choses, aussi au fait que pendant l'année 2016, les routes de migration ont changé. Donc du coup, la route grecque a pris le pas, momentanément, sur la route italienne. La route espagnole étant fermée depuis un bon moment. Donc ici, vous avez la situation de l'Espagne. Alors là, c'est encore autre chose. Alors là, pour le coup, il y a eu une époque de très forte ouverture de l'Espagne à la migration, essentiellement à la migration de personnes venant de pays hispanophones ou d'Europe de l'Est. C'est le gros flux, et du Maroc. En gros, en Espagne, on a un peu trois courants. Et c'est un point sur lequel j'insisterai dans cet exposé, c'est que derrière la notion de migrants, en fait, on a une très grande diversité de situations. Et cette diversité de situations est aussi ce qui contribue à alimenter des discours qui peuvent apparaître totalement contradictoires les uns par rapport aux autres, puisque effectivement, un tel va prendre un exemple, et puis un autre, et les deux seront des exemples concrets, mais ils correspondent à des vécus tout à fait différents, et à des histoires très différentes, notamment selon les pays d'origine des migrants. Donc ici, vous avez l'exemple de l'Espagne et de la Grèce. Alors, bon, je ne vais pas refaire l'histoire de ces pays, ce n'est pas le but ici. Juste, donc, vous avez cette phase de très forte ouverture en Espagne. Et ensuite, ici, l'Espagne est typiquement un pays, parce qu'il ne faut pas se représenter les pays dits riches comme des pays étant définitivement des pays voués à l'accueil des populations. Ce sont aussi des pays qui peuvent être des pays d'émigration quand ils rentrent en crise. Ici, typiquement, l'Espagne, avec non seulement le retour massif des Colombiens qui étaient arrivés pendant le début des années 2000, mais aussi le départ des Espagnols. On a aussi l'exemple, par exemple, des Portugais qui s'en vont en Angola. Donc, c'est tout ceci pour dire que finalement, cette espèce de représentation un peu binaire, finalement, le monde se complexifie, et de ce fait, on a des mouvements qui sont plus du tout le mouvement unique du nord vers le sud, mais on a aussi, du sud vers le nord, pardon, mais on a aussi maintenant plein de mouvements. Alors, on a toujours eu des mouvements sud-sud très importants, mais on a des mouvements nord-nord relativement importants, y compris de personnes qui ne sont pas originaires des pays du Nord. Et on a aussi des mouvements nord-sud qui ne sont pas du tout inexistants, sachant que, comme je vous ai parlé de l'Angola, pour les Portugais, je n'ai pas mis l'exemple du Portugal, vous avez ici la même situation en Grèce, Grèce, pays d'immigration, qui brutalement, avec la crise, devient un pays d'émigration. Donc tout ceci pour vous dire effectivement qu'il y a un certain changement. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'exemple du Japon, et donc de l'impact de la migration, ou en l'occurrence de la non-migration, sur son futur démographique. Alors moi je ne vais pas vous parler du futur, mais de la reconstitution de ce qu'aurait été le passé s'il n'y avait pas eu de migration en France. Donc ici, j'ai pris 3 points de départ, 1946, 1966, 1986. Donc la population d'aujourd'hui, alors j'ai pris la France métropolitaine, vous me pardonnerez cette fiction anti-républicaine, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pendant très longtemps, maintenant ça n'est plus le cas, mais pendant très longtemps, la statistique était anti-républicaine, si je puis dire, c'est-à-dire la statistique des DOM ne se faisait pas au même moment que la statistique de la France métropolitaine. Autrement dit, le recensement dans les DOM, ce n'était pas à la même date que le recensement en France métropolitaine. Alors ça a changé depuis 1990, mais avant, c'était déjà différent. Tout un tas de dispositifs étaient différents, donc la qualité de l'information était différente. Et puis j'ajoute à ça que je pense que c'est un peu compliqué de dire que, enfin je veux dire que la situation de certains pays des DOM est tellement hétérogène, de certains DOM est tellement hétérogène par rapport à leurs pays voisins, et en différence avec la France métropolitaine. Si on prend par exemple le cas guyanais, dans la Guyane,
Je veux dire, on est dans des situations très différentes de celles de la France métropolitaine, raison pour laquelle j'ai souhaité ne pas brouiller le message et me concentrer sur la France métropolitaine. Donc ici, vous avez là, donc, 64,6 millions en 2016 d'habitants en France métropolitaine, une part de 65 ans et plus de 19%, d'accord? S'il n'y avait pas eu de migration depuis 1946, ben on serait à peu près 13 millions de moins, d'accord? Et 20,7% de 65 ans et plus, c'est-à-dire un peu moins de 2 points de personnes âgées en plus. Alors, ceux qui approchent la soixantaine m'excuseront le terme de personnes âgées pour 65 ans et plus. Ici, je raisonne en termes économiques, évidemment, puisque par contre, il est bien clair que sur plein d'aspects de la vie quotidienne, on est jeune jusqu'à 85 ans. Donc, mais bref, tout ceci pour dire que on aurait en gros 1,7% de personnes de 65 ans et plus en plus. Alors, c'est un point d'ailleurs qui est assez intéressant à voir, c'est que l'effet des migrations sur le vieillissement n'est pas très important. Il a tendance à rajeunir la population, mais pas énormément. Pourquoi? Parce que les migrants, une fois installés, vieillissent eux aussi, et que donc, mécaniquement... Non, mais du coup, la discussion sur la protection sociale et la migration est un peu brouillée par cette question. Il y a un effet, alors un effet à court terme qui peut être très fort, et puis à long terme, ça se dilue très fortement, en fait. Et puis, donc vous avez ici... Alors, si on prend la migration depuis 1966, qui a l'avantage de ne pas inclure les rapatriés d'Algérie dans la modélisation, on a ici quand même presque 10 millions d'écarts. Hein. Donc, on voit que quand même c'est un apport assez considérable de population, en dépit du fait que, comme vous avez vu dans le graphique précédent, les soldes annuels n'ont jamais été hyper importants par rapport à ce qu'ils ont été dans d'autres pays pendant une courte période. Mais en France, ça a eu la différence, c'est que ça s'est étalé pendant assez longtemps, il y a une certaine régularité. Et cette régularité, les petits ruisseaux font les rivières moyennes, je dirais, pour être, puisqu'il y a d'autres pays où ces effets migratoires sont beaucoup plus importants sur la population. Donc voilà, en gros pour dire. Et si on prend les migrations plus récentes depuis 1986, ça a un effet relativement modeste, puisqu'on voit que c'est de l'ordre de 4 millions de personnes. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Donc, regardons un peu maintenant l'origine des populations. Alors ici, je travaille à partir du recensement, ce qui est évidemment un petit peu limité parce qu'il y a une partie des populations tout court qui ne sont pas recensées. On appelle ça les omissions au recensement. Alors, c'est des taux relativement faibles. Le problème, c'est que, pour plein de raisons, les migrants sont en général moins recensés que les autres populations. Une première raison, c'est que la clandestinité est un facteur de non-recensement. Alors, ce n'est pas un facteur absolu de non-recensement. Certaines analyses détaillées ont montré que des migrants en situation irrégulière se déclaraient au recensement. Mais par contre, il y a des migrants en situation régulière qui ne s'y déclarent pas. Donc du coup, et puis s'ajoute à ça le fait que la concentration géographique des populations migrantes favorise la non-déclaration, puisqu'ils habitent dans des territoires où la non-déclaration des non-migrants est elle-même supérieure à la non-déclaration de la population générale. Les omissions sont un peu supérieures. Donc bref, tout ceci pour dire qu'on a sans doute des proportions un petit peu supérieures. Mais là aussi, il y a une représentation qui est très forte. Autant il faut... des fois, on a tendance à brandir les statistiques en disant, vous voyez, la migration n'est pas un phénomène si important que ça. Et... effectivement, d'autres disent, mais non, mais il y a plein de migrants invisibles par la statistique. Il ne faut pas rentrer dans un cliché ou un autre, d'en dire on se borne aux statistiques, et un autre cliché qui est de dire la migration serait indénombrable sous prétexte qu'elle est parfois irrégulière. D'une part parce que lorsqu'il y a des phases de régularisation, on peut dénombrer le nombre de personnes se faisant régulariser. Donc ça donne une idée de ce qu'étaient ces flux de personnes qui étaient plus ou moins invisibles par le système statistique. Et ce n'est pas des chiffres gigantesques. Ce n'est pas des chiffres gigantesques. C'est des chiffres qui sont, quand c'est des régularisations qui portent sur plusieurs années de trucs, ça se compte en centaines de milliers, mais guère au-delà. Donc, en tout cas en France. Donc voilà, donc tout ceci pour dire qu'on est sans doute dans une légère sous-estimation, mais qu'elle n'est pas colossale. Alors vous avez ici une évolution. Donc vous avez ici en jaune orangé la proportion dans la population de personnes nées étrangères, parce qu'effectivement il y a la question des naturalisations, alors qu'ici on neutralise en considérant leur répartition en fonction de la nationalité à la naissance.
Et donc ici, on voit leur répartition, leur poids dans la population. Donc on voit que c'était 8% environ en 68 et qu'aujourd'hui c'est à peu près 11%. C'est pas beaucoup, hein. Ce sont des relativement petits chiffres. Et ce qu'on voit, c'est que par contre, la répartition interne s'est pas mal modifiée. C'est-à-dire que la population en provenance d'Europe du Sud-Ouest, évidemment, s'est considérablement réduite. Son poids s'est considérablement réduit. Pour le reste de l'Europe, en fait, ça s'est surtout réduit dans les années 80 pour réaugmenter aujourd'hui, à travers plusieurs types de mobilité. D'une part, la mobilité des citoyens de l'UE, et d'autre part, la mobilité des citoyens européens hors UE. S'agissant du Maghreb, il y a eu une forte augmentation jusqu'en 82, autrement dit avec, d'une part, la migration de travail, puis le regroupement familial. Mais depuis le regroupement familial, la proportion varie assez peu. Elle a légèrement augmenté entre la fin des années 90 et la fin de la première décennie 2000, mais pas beaucoup. La migration qui a beaucoup augmenté, mais qui reste quand même pas très importante, dans la mesure où effectivement elle correspondait à des tout petites proportions de population, c'est le reste de l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne francophone. Et enfin, la migration en provenance du reste du monde a, elle, pas mal augmenté. Alors une autre façon d'essayer de mesurer, c'est de regarder le poids des enfants ayant un parent étranger dans les naissances, ou nés à l'étranger. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'effectivement, une naissance, elle, ne passant pas inaperçue, on est sûr d'avoir un dénombrement quasiment exhaustif des naissances. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il y a une surreprésentation des étrangers dans les naissances par rapport à leur poids dans la population. Pourquoi? Parce que la proportion des étrangers en âge de procréer ils sont très surreprésentés dans les populations en âge de procréer. Donc du coup, il y a un effet de structure. Donc ici, quand on voit effectivement qu'on est presque à 30% de naissances dont au moins un parent est né à l'étranger, ça veut dire surtout qu'effectivement, parmi les personnes d'âge fécond, on a une surreprésentation des étrangers. Pourquoi? Parce qu'on ne migre pas à 85 ans ou même à 60 ans, ou assez rarement, quelques migrations de retour à l'âge de la retraite, mais pas énormément. Donc on voit ici que ce qui a le plus augmenté, effectivement, c'est le groupe de personnes dont un des deux parents est né hors de l'Union européenne. D'accord ? Pas tellement, finalement, le poids des enfants dont les deux parents sont nés en dehors de l'Union européenne. C'est finalement les gens qui sont issus de couples dits mixtes. Alors, il y a une grande variété derrière les couples mixtes, hein, en fonction de l'origine migratoire du conjoint national. Mais, grosso modo, on a une assez forte augmentation, et en particulier, effectivement, depuis le début des années 2000. Bon, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Alors, si on s'intéresse maintenant à savoir quels sont les pays dont proviennent les différents groupes dont j'ai parlé. Alors, si on regarde, on a, bon, pour l'Europe du Sud-Ouest, Espagne, Italie, Portugal, ce n'est pas une surprise, je passe. Pour les autres pays de l'Union européenne, on voit que finalement, il y a une assez forte dispersion des populations en fonction des origines géographiques, hein, puisqu'on voit que le groupe autre représente presque la moitié de la population. Mais on voit que une des représentations qu'on a très souvent, c'est que ce sont exclusivement des personnes provenant des nouveaux pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas si vrai que ça. Quand vous constatez, vous voyez que par exemple, l'addition des Polonais et des Roumains, ça ne représente pas le quart de la population originaire d'Europe. Il y a aussi plein de gens qui viennent d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique. Donc on a effectivement des populations relativement diversifiées. Si on voit ici, bon, pour le Maghreb, la répartition, je pense que vous la connaissiez déjà, hein, c'est la Tunisie représente une toute petite proportion et le Maroc et l'Algérie sont à peu près à égalité aujourd'hui, le Maroc ayant rattrapé finalement l'Algérie qui était au départ le premier groupe de population. S'agissant des populations originaires d'Afrique subsaharienne, enfin du reste de l'Afrique, ça inclut l'Égypte, mais il y a très peu d'Égyptiens en France ou de Libyens. Donc du coup, s'agissant des populations originaires d'Afrique subsaharienne, on voit qu'on a ici une très grande dispersion selon les nationalités, ce qui n'empêche pas qu'il y ait de très grosses différences. C'est-à-dire souvent on a tendance à considérer le bloc Afrique subsaharienne comme un bloc homogène. En réalité, on va voir qu'en termes de situation professionnelle, de situation familiale, on a des différences assez fortes au sein de ce groupe.
Et enfin, le troisième groupe, alors qui est très largement dominé, le reste du monde, entre guillemets, qui est très largement dominé par la Turquie, et puis les pays d'Asie, sachant que la Chine, effectivement, a récemment dépassé le Vietnam et le Cambodge dans sa représentation dans la population originaire de l'étranger. Alors, ici, vous avez un nuage qui est parfaitement illisible. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? On voit qu'il y a, en fait, c'est la répartition régionale. Et j'insiste sur ce point. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, effectivement, de l'installation des migrants dans les territoires. Et je crois qu'il y a une question territoriale qui est très importante. Il est clair que si les migrants s'installent dans des territoires qui sont déjà en grande difficulté sociale, c'est évident que c'est sans doute plus difficile que s'ils s'installent dans des territoires, mais ce n'est pas forcément évident, comme la Vendée ou la partie rurale des Pyrénées-Atlantiques, vous avez des taux d'emploi pour les deux sexes de plus de 92% de la population. S'ils s'installent dans des territoires où les taux d'emploi aux âges où on travaille le plus sont de l'ordre de 65%, c'est évidemment pas pareil. Donc vous avez ici la répartition par grandes régions. Ce qu'on constate, c'est qu'en gros, alors vous avez la France en haut, ce qu'on voit, c'est qu'à l'exception de quelques pays d'Europe, les migrants sont très surreprésentés en Île-de-France. Ce n'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Ce qu'il y a d'intéressant à voir, cependant, c'est que cette surreprésentation est quand même très variable d'un groupe à l'autre. Par exemple, les Maliens et les Sri Lankais, ils sont à presque 90% en Île-de-France. À l'inverse, les Malgaches sont beaucoup moins surreprésentés en Île-de-France. Les Marocains également. Donc vous avez finalement des groupes, des populations qui sont diversement dispersées dans la population. Alors ça tient à l'ancienneté de la migration. Plus un groupe est ancien dans la population, plus effectivement il va avoir tendance à se disperser territorialement. C'est vrai pour certains groupes, c'est faux pour d'autres, cela dit. Les Maliens, par exemple, c'est un flux relativement ancien en France. Ils sont toujours restés en Île-de-France. Et il y en a très peu qui se sont installés dans d'autres régions. Donc ça veut dire aussi qu'il y a dans la migration un phénomène important, c'est que les migrants cherchent aussi à s'installer dans des territoires où des gens qui ont la même origine nationale qu'eux sont déjà. Et c'est vrai que d'un point de vue strictement rationnel, on pourrait se dire, bien, ça serait bien qu'ils s'installent dans des territoires où il y a des opportunités économiques, où le taux d'emploi est élevé, etc. Mais, d'un autre côté, effectivement, ils souhaitent non seulement se mettre dans des territoires où il y a des projets professionnels, mais aussi être près de gens qui sont susceptibles de connaître. C'est important, je veux dire, de ces éléments de réseau familial, parce qu'il y a déjà parfois une personne de la famille qui est déjà présente. Alors c'est particulièrement vrai en France, pourquoi ? Parce que dans des pays qui ont accueilli des gros stocks de réfugiés récemment, cette situation est moins vraie puisqu'il n'y a pas tellement de migration préexistante. Par contre, en France, justement, comme on a peu accueilli de réfugiés dans la période récente, du coup, on a quand même une migration qui est quand même très fortement liée à ce qui préexistait dans les périodes précédentes. Et donc qui se constitue et qui donc va favoriser un petit peu la concentration géographique. Donc voilà, donc tout ceci pour dire que, alors vous pouvez regarder si ça vous intéresse en vert pâle la situation du Sud-Ouest, hormis le fait qu'on a une surreprésentation très forte de représentants du Royaume-Uni, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on a une surreprésentation beaucoup plus légère des Malgaches, alors qui ont tout simplement parce qu'ils ont un tropisme assez fort pour les régions de province du sud de la France, par rapport à d'autres migrants. Bon. Bref, intéressons-nous maintenant à la répartition par sexe. On a beaucoup dit que les flux se féminisaient. 5 minutes ? Bon, on fera avec 5 minutes. On a beaucoup dit que les flux se féminisaient. C'est une chose tout à fait vraie. Cependant, elle reste très différente selon les origines nationales. La féminisation est par exemple très forte s'agissant des Malgaches, des Camerounais, des Chinois, des Vietnamiens, mais par contre on a une relativement modeste féminisation s'agissant des Maliens, des Sénégalais, des Turcs, des Guinéens. Donc on voit que là aussi on a quelque chose d'assez hétérogène. Autre point,
la répartition par âge des personnes. Alors là, ici, ça renvoie surtout à la répartition par durée de présence. C'est-à-dire qu'en général, les populations présentes qui sont relativement âgées sont des populations tout simplement qui étaient des populations qui sont arrivées il y a longtemps. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver l'Italie, le Cambodge et l'Espagne avec les proportions, alors notamment les Italiens avec des proportions de 65 ans et plus très importantes pour la bonne et simple raison que les Italiens sont là depuis, pour une grande partie, depuis une cinquantaine d'années. Donc forcément, c'est vrai pour les Espagnols, les Polonais, tous les anciens flux de migration. Point intéressant quand même, alors on va passer directement à la répartition par durée de présence. On voit ici effectivement, là aussi, des fortes différences en termes de durée de présence. Donc on voit les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Polonais sont là depuis très longtemps. Mais on voit aussi par exemple que les populations les plus récentes, donc, ce sont en gros les Roumains, les Chinois, les Guinéens, en partie les Camerounais. Alors les Américains, c'est un phénomène assez particulier parce qu'ils ne pèsent pas beaucoup. Pourquoi en fait ils sont présents là? Tout simplement parce que en fait ce sont les personnes qui donnent des cours dans les universités, des cours d'anglais dans les universités, donc c'est des gens qui restent une année. Donc effectivement ils ont une courte durée de présence. Bref, les Malgaches aussi, il y a une relativement courte durée de présence. Donc c'est des gens présents depuis peu de temps. Mais on voit qu'effectivement, tous les nouveaux flux dont on a parlé sont en fait assez peu représentés vu qu'on a accueilli peu de gens en fait, en définitive. Si on s'intéresse à la répartition, le poids des étudiants dans la population, c'est une composante importante. Pourquoi? Parce que comme effectivement la migration des populations réfugiées est relativement peu développée en France, la voie étudiante est une voie importante et qui est souvent un peu négligée effectivement. Alors pourquoi est-elle importante? Et d'ailleurs, il y avait eu des lois, il y a quelques années, d'ailleurs des lois qui étaient tout à fait absurdes, qui étaient que le migrant venant juste de terminer sa formation devait repartir. C'était des lois absurdes parce que pour le coup, alors, il y avait, s'il a envie de repartir, très bien, s'il a un projet dans son pays d'origine, c'est évidemment tout à fait positif, mais s'il n'en a pas, alors qu'il a un projet en France, pourquoi effectivement le forcer à repartir? C'est un petit peu absurde. Donc on a ici donc des poids d'étudiants et donc une proportion d'étudiants, alors très importante parmi les Chinois, par exemple, donc c'est un flux important, et parmi, en gros, les populations soit d'Asie du Sud-Est, soit d'Afrique subsaharienne. Les niveaux de diplôme, alors là c'est un point, et c'est peut-être que je terminerai là-dessus, j'ai d'autres diapositives, mais on va peut-être en rester là. Les niveaux de diplôme, c'est un point qui est important, pourquoi? Parce que très souvent on dit, il y a finalement une espèce de double discours. On parle de la faible qualification des migrants et en même temps de la forte qualification des migrants. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'en réalité, le milieu de la qualification est très peu représenté, c'est-à-dire qu'on a en fait très peu de migrants qui disposent de diplômes professionnels intermédiaires. C'est un peu le point creux, on voit ici c'est en vert, hein. On voit par rapport à la France, c'est beaucoup plus surreprésenté en France. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les diplômés du supérieur, alors hormis quelques exceptions, hein, par exemple la Turquie, le Sri Lanka, le Mali, les Comores, il y a un certain nombre de pays où les diplômés du supérieur ou les personnes au moins bachelières sont sous-représentées parmi les migrants. Mais dans la plupart des pays d'origine, les bacheliers, les personnes de niveau baccalauréat ou plus, sont plutôt surreprésentées parmi les migrants. Mais par contre, en miroir, on a aussi une surreprésentation des personnes sans diplôme. Et ça, c'est un point important. Or, on sait que dans la statistique de la formation professionnelle, les migrants sont très sous-représentés en France. Et ça, là, je crois, il y a vraiment un point important, c'est-à-dire que effectivement, si on veut que les gens s'intègrent, il y a un point très fort à mettre du côté de la formation professionnelle. Formation professionnelle destinée d'une part aux personnes sans diplôme, mais destinée aussi aux personnes qui ont des diplômes, mais qui ne se valorisent pas forcément facilement sur le territoire national. Donc ça, c'est un point important. Et donc je terminerai effectivement par cette question de la formation. On a parlé de la formation linguistique, elle est importante, mais je crois que la formation tout court est quelque chose d'important. Et je crois que c'est quelque chose auquel il faut penser. Formation linguistique, formation professionnelle. Il y a aussi des projets de développement de formation à l'interculturalité. Je crois que c'est des choses importantes, de façon effectivement à mieux pouvoir communiquer, parce que ce n'est pas uniquement la langue est très importante, mais à travers la langue et au-delà de la langue, se passe tout un tas d'échanges, d'attitudes informelles
qui sont importantes à bien maîtriser pour effectivement favoriser à la fois l'acceptation, la bonne qualité des échanges et l'insertion professionnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention.